Bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Ghislain Plourde. Un nombre important de sujets vous seront présentés au cours de la prochaine demi-heure. Des sujets qui ont été abordés par le Conseil municipal joannais lors de la séance régulière de novembre. En toute fin d'émission, on vous parlera de la hauteur de cette clôture qui sépare les résidences et le boisé rue Fontaine, c'est dans le secteur de l'Acadie. Nous aurons également le citoyen François Blais qui viendra prendre la parole sur quelques enjeux. On abordera également cette vision de développement pour le quartier Bergère des Échevins, ou si vous préférez, les possibles intentions de développement pour les deux clubs de golf de Saint-Luc, soit Boisé de la Mairie et des Légendes. Ce sont les citoyens Sylvain Massé et Marie Tremblay qui viendront s'exprimer sur ce dossier qui continue, avouons-le, de faire couler beaucoup d'encre. Et en tout début d'émission, on débute avec un hommage qui a été rendu à l'ex-conseiller municipal Jules Roy, à qui l'on doit la dénomination Saint-Jean-sur-Richelieu pour la municipalité. Place donc à ces faits saillants de la séance du Conseil du 26 novembre dernier. Nous allons poursuivre ce début de séance avec un hommage pour souligner l'héritage d'un homme présent avec nous ce soir et accompagné de nombreux parents et amis. Un homme qui a su façonner une part de notre identité et dont l'impact sur notre communauté demeure encore aujourd'hui. Monsieur Jules Roy. C'est en 1978 qu'il a suggéré le nom de notre ville qui est devenu une partie intégrante de notre identité collective. Un nom qui reflète la géographie de notre région, ainsi que l'histoire et la culture qui nous unissent. Ce nom, lié à la rivière Richelieu, incarne l'esprit de notre territoire en demeurant pertinent et actuel. Saint-Jean-sur-Richelieu, un nom à la fois simple et profond qui montre l'importance de comprendre et d'honorer notre passé. Un nom ancré dans un profond respect pour l'histoire locale, témoignant de sa capacité à comprendre l'importance de l'héritage géographique. À l'aube de fêter le 250e de la bataille du Fort Saint-Jean l'an prochain, c'est un héritage que nous devons chérir. Cette rivière Richelieu, qui traverse notre communauté, est plus qu'un simple élément géographique. Elle est un fil conducteur de notre histoire et elle reste au cœur de notre vision pour les générations à venir. Sans se limiter à cette proposition marquante, son engagement et sa vision envers la communauté sont indéniables. Impliqué depuis son plus jeune âge en tant que pensionnaire au séminaire de Saint-Jean, il fait également partie des fondateurs de ce qui est aujourd'hui le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a d'ailleurs occupé le poste de secrétaire général dès l'âge de 23 ans, puis celui de directeur des ressources humaines pendant plus de 30 ans. Conseiller municipal de 1974 à 1982 et de 1986 à 1994, il se plonge quelques années plus tard dans le dossier des fusions municipales qui ont mené, le 16 mai 2001, à la grande ville de Saint-Jean-sur-Richelieu que l'on connaît aujourd'hui. On peut dire que son passage a été marqué par une constante recherche du bien-être collectif et de son désir de voir notre ville grandir et s'épanouir. Sa vie est un profond témoignage de son attachement à notre territoire et de son amour des Joannaises et des Joannais. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage, tant pour son rôle décisif dans le changement de nom de notre ville que pour son engagement sans faille. Son héritage est plus que jamais vivant et nous devons nous en inspirer
dans la manière de concevoir notre avenir et notre façon de nous impliquer dans notre communauté. Depuis son plus jeune âge, et encore aujourd'hui, on peut le croiser dans le quartier Saint-Gérard qu'il habite toujours. Je me fais la porte-parole du conseil municipal, de la ville, ainsi que des Joannaises et des Joannais, pour le remercier du fond du cœur. Je vous demande d'accueillir avec moi Monsieur Jules Leroy. Oui, je voulais dire un mot. Là, je suis très ému. Je pense que ça va être difficile. Quelle belle parole. Vraiment, je ne m'attendais pas à tout ça. Je sais qu'une grande responsable, c'est Marie-Hélène, ma fille, qui a eu une très bonne collaboration de la Ville. Elle m'a dit ça, que c'était vraiment très bien. Alors, j'ai eu le plaisir spontanément, quand elle m'a dit qu'on pouvait emmener quelques personnes avec nous, ceux de ma rue, mes voisins de 74, ceux qui ont fait que j'ai pu venir en politique municipale, quel support il y a eu la rue Réaume, la rue Neuve-France, Granger, Barabé et les amis du cégep. Et vous avez bien rappelé tous ces moments-là. Je peux vous dire que je suis un fan fini de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je tiens à souligner la présence aussi ce soir de ma femme, depuis toujours. Tout ça, c'est possible parce qu'on a toujours quelqu'un qui nous accompagne de façon solide. Et aussi mon fils qui est ici, qui est descendu de Shawinigan, Jean-Sébastien, et ma fille Marie-Hélène, bien sûr. Et là, je ne veux pas nommer tout le monde, alors voilà. Merci de m'avoir accueilli si généreusement. Vous faites un travail difficile, mais très, très important. Merci infiniment. Développement des golfs, aménagement du secteur Bergère et les Échevins. Ça vous dit quelque chose? Un peu, oui. Oui. Il y a une consultation le 3 décembre. Oui, parfait. Prendre note qu'en plus de discuter avec des citoyens, j'ai pris le temps d'aller me mettre à jour sur le site de Imagine Saint-Jean-sur-Richelieu. Plus particulièrement avec le matériel suivant. Les résultats du questionnaire décembre 2022, le rapport des ateliers de discussion mars 2023. Pourquoi la cible de plusieurs focus groups est devenue comme un seul focus group de seulement 14 citoyens? Ça me semble faible. Mais je ne veux même pas que vous répondiez à ça, parce que sans ça, je n'aurai pas mon temps. Premièrement, un petit rappel dans mes interventions précédentes au courant de 2024. J'ai occasionnellement pris soin de vous donner des conseils. J'en ai un autre aujourd'hui pour vous. Fait que c'est bien. Écoutez ça comme il faut. Éviter la désinformation, démontrer la transparence. Je vous ai déjà dit ça. L'importance de la rigueur et de l'imputabilité des élus et des dirigeants. Je vous ai déjà dit ça. L'importance de la démocratie. Il y avait beaucoup de faiblesses dans la démocratie, puis je vous ai déjà parlé de ça. Aujourd'hui, je vous parle du consentement. Ça vous dit quelque chose, le consentement? Je vais poursuivre. En lien avec le point 6.12.1 de la séance du Conseil du 29 octobre, vision d'aménagement pour le secteur Bergère et des Échevins, présentée comme une initiative du conseiller Marco Savard, je trouve totalement déplacé de travailler ainsi ce dossier important ou critique pour la Ville, surtout que la proposition de résolution, avec les explications fournies, manquait clairement de rigueur. Je dirais que le travail était un peu brouillon. Je suis sérieux là, quand je vous dis ça. Honnêtement, rendu où nous sommes dans ce mandat, il reste comme 11 mois à votre mandat, à peine 9 mois avant la campagne électorale. Et surtout dans le contexte politique actuel, avec 3 partis ayant clairement annoncé leur intention politique, je ne comprends pas comment vous pouvez vous penser que la population grande ville vous légitime moralement de travailler ainsi ce dossier. Avez-vous une moralité? De ce que j'ai compris, c'est que la population, avec mes lectures, a déjà exprimé clairement sa position pour ce dossier, des zonages anciens golf. Ça ne devient pas un peu comme du harcèlement de revenir constamment sur des dossiers pour lesquels la population s'est déjà prononcée? Que pensez-vous du consentement? C'est là que le mot consentement, je vais vous expliquer. Avec votre approche à poursuivre au-delà du désir. À un moment donné, quand quelqu'un vous dit non, moi j'essaie d'éduquer, on essaie d'éduquer les jeunes. Le non, ça veut dire non. Puis là, vous autres, c'est le non, c'est non. Puis vous continuez à harceler jusqu'à temps que vous allez obtenir votre réponse. Je pense la réponse voulue là, que vous attendez. J'ai une autre considération pour vous faire réfléchir.
Ça n'a pas l'air de vous intéresser en passant. Je viens ici depuis bientôt 1 an. Mes déclencheurs ayant été la gestion de crise du Brideac-Caduc puis le budget 2024 avec l'augmentation des taxes de 7,75. Selon moi, vous allez créer une situation similaire à Plan et de Vue sur le chemin des Patriotes dans le district de Jérémie-Meunier. Ça vous dit quelque chose, ce dossier-là? Tout ce dont vous me parlez. Avec un conseil municipal qui débute des démarches en sachant que les élections pourraient changer d'équipe pour la suite. Avez-vous aimé ça? Avez-vous trouvé ça bien? J'avais plutôt l'impression que c'était comme un caillou dans le soulier pour vous. Et vous avez d'ailleurs, à plusieurs reprises, présenté l'excuse de l'administration précédente. En termes d'efficience et de moralité, vous ne devriez pas créer cette situation et surtout que ce n'est vraiment pas nécessaire. Sans compter qu'en termes de stratégie pour la ville, ça devient complètement inapproprié. Selon la suite électorale, c'est inutile de permettre une spéculation pouvant découler d'un éventuel scénario apportant un changement de zonage. Ce n'est pas nécessaire que vous fassiez ça. Honnêtement, je me demande c'est quoi votre réelle motivation à démarrer ce dossier maintenant? Pour moi, je me questionne, est-ce un retour d'ascenseur? Je pense que vous savez que je vous l'ai dit par là. Ou encore une initiative qui rapporterait dans le futur? Je me questionne, moi, c'est quoi ça, ce dossier-là que vous partez là? Parce que vous n'avez plus la légitimité de le faire. Je vais y aller à la séance du 3 décembre. Là. Je vais être là. Puis j'espère que les scénarios, je dis bien les scénarios, parce que moi, j'ai bien suivi, là, puis il va y avoir plus qu'un scénario. Puis le scénario du statu quo, j'espère qu'il va être là. Parce que le scénario du statu quo, c'est un scénario valide. Fait que c'est pas mal fini, moi, là. Bien, merci. Mais j'avais aussi, j'ai-tu du temps? Il me reste une seconde. Je voulais remercier M. Fontaine et M. Roy. Ces deux, il y avait 4 comptes, là, je vais remercier les 4 comptes pour commencer, mais ces deux-là ont clairement expliqué le même message que je viens de passer. Fait que j'aimerais ça les remercier, mais c'est fait. Merci. C'est fait. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers. Je tiens à mentionner d'emblée que je ne vais pas rester pour le reste de la séance pour des raisons familiales, mais je ne pouvais pas ne pas me présenter ce soir pour vous faire part de mon étonnement suite à la résolution qui a été votée lors de la dernière séance. Donc, le 29 octobre dernier, vous avez voté en faveur d'une résolution définissant la vision d'aménagement du secteur Bergère et des Échevins, comme qui a déjà été mentionné aussi ce soir. Il est grandement décevant de constater que personne n'a demandé que soit reporté à une séance ultérieure l'adoption de ce point, surtout que les citoyens sont invités à découvrir et commenter la fameuse vision le 3 décembre. Du point de vue de la participation citoyenne et de l'acceptabilité sociale, c'est plutôt raté. Cette séquence n'est pas des plus engageantes pour la communauté. Lors du jour de la dernière séance, identifiez le sujet comme ayant été apporté par un membre du conseil municipal. Donc, corrigez-moi si j'assume à tort qu'il s'agit d'un point apporté par Marco Savard. J'ose même croire, tel qu'il a été mentionné par un autre conseiller, que la résolution a été rédigée par ce dernier. Ça me paraît aberrant qu'un conseiller se sublime aux professionnels puis à l'administration, tant aux urbanistes qu'aux contentieux. J'ai ressenti un malaise face aux échanges qui ont précédé le vote. Ils m'ont semblé frivoles et largement politiques, alors que finalement les conseillers et conseillères ont voté une proposition qui est tout simplement caduque. Le secteur Bergère et des Échevins est défini par le quadrilatère de l'autoroute 35, le chemin Saint-André, le boulevard Saint-Luc et la rue des Échevins. Selon le portrait du territoire provenant du sondage visant à alimenter la réflexion de 2022, le secteur est déjà développé à 69,7 %. On comprend donc rapidement qu'il est impossible d'y intégrer une composante majeure de 75 % de milieux naturels, d'espaces verts et de parcs, tel que le propose la résolution adoptée lors de la dernière séance. On comprend tout aussi rapidement que ces chiffres ne sont que de la poudre aux yeux pour la majorité et que finalement les conseillers ont voté sur la base de leur imaginaire du secteur et non sur un plan tangible et commun. Il n'y a pas d'adéquation possible entre la résolution et la vision proposée. C'est tout simplement désolant de voir que le processus, en plus de faire fi de l'opinion citoyenne par une multitude de stratagèmes, manque de rigueur et de vision. Alors dites-moi, comment est-ce que vous avez pu voter pour une résolution qui ne tient clairement pas compte de la réalité de terrain? Pourquoi est-ce que vous l'avez votée avant la consultation? Puis qu'est-ce qui était si urgent? Merci. Je laisserai répondre M. Savard.
Merci, Mme Bouchard. Je pense qu'il faut mettre un peu les circonstances dans les contextes. Là. On connaît tous l'enjeu des golfs, on connaît tous la priorisation aussi de la conservation des espaces verts, des boisés. Puis je pense que Mme Tremblay, vous connaissez très bien ce secteur-là. C'est pas mal un point important. Cependant, il faut comprendre aussi que j'ai près de 400 citoyens dans tout le pourtour des golfs. Puis ces citoyens-là, ils ont des attentes depuis plusieurs années. Puis je fais mon message en même temps à M. Massé, qui est nouvellement arrivé à Saint-Jean depuis un an. Ça fait plus de 10 à 15 ans que les gens ne savent pas ce qui va se passer derrière leur cours parce qu'il y a eu beaucoup de malentendus, dont entre autres peut-être des projets résidentiels qui vont se construire. Initialement, c'est de sécuriser ces citoyens-là. Je pense que la Ville a un rôle aussi de bienveillance par rapport à ce qui peut se passer parce qu'on s'entend que des promoteurs, 2 promoteurs, entre autres des propriétaires des terrains de golf, vont présenter aux citoyens des projets de développement. Que majoritairement, je crois que vous avez participé, vous avez pris le temps d'écouter aussi, de voir et de constater. Donc, on reste toujours avec cette situation-là, nous, en tant que gestionnaire de la Ville. Qu'est-ce qu'on fait si demain matin, le promoteur décide de déposer son projet? Et à ce moment-là, nous, comment on fait en tant que vision à long terme pour la Ville, entre autres sur le nouveau plan d'urbanisation qui est en train de se créer pour les prochaines années, de voir qu'est-ce qu'on peut délimiter comme espace de conservation, puis de voir aussi qu'est-ce qu'on peut peut-être développer comme développement résidentiel. Ça qu'apporte à dire, c'est que si, bien évidemment, le promoteur ne veut pas développer ou ne s'entend pas avec les critères de la Ville, il n'y aura pas de projet de développement. Tout ce qui va rester à ce moment-là, ça restera tel quel. Souhaitons-le. Tout le monde souhaite la vertu. On n'est pas contre. Cependant, c'est des décisions qu'on doit prendre parce qu'on sait très bien que les promoteurs, tôt ou tard, d'ici peu de temps, vont le déposer, ces projets-là. Malgré qu'on sait très bien que ça ne nous convient pas, mais on va devoir vivre avec les circonstances. Fait que l'idée, initialement, de présenter dernièrement, si on veut, la consultation, c'était faisait partie aussi de mes engagements politiques, justement d'affirmer la situation claire et précise à la population. De quoi que si, admettons qu'on arrive à conserver le maximum possible, alors tant mieux. Si on arrive à ne pas développer parce qu'il n'y a pas d'entente avec les promoteurs, je reviens à ce que je dis, bien, ça ne sera pas de projet. Tout simplement, on conservera les États comme ils sont actuellement, puis souhaitons-le que ça peut peut-être se produire à cette façon-là. Donc, c'est pour ça le devoir de presser la situation. C'est pour ces raisons-là. Mais la résolution n'est pas plus valide du fait que les chiffres ne fonctionnent pas. Bien là, ça va être à déterminer. On va avoir la présentation. Mais vous avez voté, l'ensemble du Conseil, sur une résolution qui mathématiquement ne fonctionne pas. Je peux noter, juste pour compléter. Oui, compléter, puis ça va terminer. C'est peut-être votre perception, là, Mme Tremblay. Là, je suis d'accord avec ça, peut-être, mais je pense que la Ville a quand même pris l'initiative de constater l'information puis vérifier ce qui était valable ou pas valable. Je pense que la Ville a quand même sa crédibilité-là de présenter un pourcentage. Quand vous votez sur un projet de construction, vous votez sur un lot. Le lot est délimité par un arpenteur. C'est terminé, Mme Tremblay. Merci. Je ne peux pas revenir à la fin, je vais les mentionner. Vous viendrez évoquer ça à la consultation lundi. Vous viendrez lundi? Oui, mardi prochain, je serai là, c'est certain. C'est mardi? Mais en même temps, le mécanisme de consultation... C'est le 3 décembre. C'est mardi le 3 décembre. C'est ça. Mais le mécanisme de consultation, c'est la vision qui sera présentée alors qu'on a donné un mandat à une firme pour 100 000 pour 2 scénarios. Le deuxième scénario, que je sache, il ne sera pas présenté. Puis Merci, aussi, le statu quo a été demandé à maintes et maintes fois. De là, l'intervention de M. Massé est super intéressante sur le consentement. Merci, Mme Tremblay. Merci à vous. Bonne soirée. Madame la mairesse, un commentaire, 2 questions. Oui, allez-y. Le commentaire, là, Parc Bella, regarde, on fait un parc pour des familles qui ont des enfants handicapés. Il faudrait peut-être slacker les économies de dépenses là-dessus. Là. Faites donc le parc tout d'un trait. Je ne pense pas que les familles handicapées de Saint-Jean-sur-Richelieu, ils en demandent beaucoup à Saint-Jean. Je pense que la moindre des choses, là, moi, ça ne me dérange pas de payer des taxes pour ça. Fait que, on fera pas... Moi, tant qu'à moi, faites pas d'économie là-dessus, là, puis faites le parc comme il faut d'un trait. Je vais recevoir votre commentaire. Oui, merci. Je me rends compte qu'on donne des sous à des organismes et des sous puis des services à des organismes, mais il est impossible d'avoir accès à la Ville aux états financiers sur consultation.
Comment ça se fait que vous Sur, n'avez pas sur consultation, sur place? sur consultation, vous Ouais. voulez dire des états financiers et des organismes? À qui qu'on donne des sous? Moi, je comprends pas que c'est pas une obligation que à toutes les fois, là, vous pourriez mettre un certain montant d'argent. Là, tous les montants dépassant 1 000 $, que ce soit en prêt de service ou en montant, que les organismes se doivent de déposer leur bilan financier à la Ville pour consultation sur place qui peut être faite par des citoyens. Je pense que c'est la moindre des choses. Puis ça, c'est pas fait de façon automatique. Moi, là, il y a eu un imbroglio avec la Saint-Vincent-de-Paul. Je sais que le soccer du Haut-Richelieu, quand on entend ce qui se passe à Soccer Canada, puis il y a une partie des contributions des citoyens qui s'en vont là, puis de la façon que l'argent est géré à cet endroit-là, même chose pour le hockey mineur, ça serait la moindre des choses que vous intégriez ça dans vos protocoles pour que quand il y a un prêt de service, puis quand il y a des montants qui sont donnés à des organismes en haut de 1 000 $, vous le définirez, mais que ça vient obligatoirement avec l'obligation de fournir les états financiers. Monsieur Dubois, à moins que je me trompe, quand on a des protocoles, il y a des gens au service qui ont les états financiers, c'est juste qu'ils ne sont pas rendus publics, à moins que je me trompe, là. Effectivement, dans les protocoles d'entente avec plusieurs organismes. Oui, mais c'est pas un automatisme sur l'ensemble des sous qui sont distribués. Vous n'avez pas les états financiers de tout le monde. Et les citoyens, ils sont pas... Moi, là, j'ai fait une demande pour NextDev pour avoir accès à leurs états financiers. Pas capable. Mais j'aimerais ça, par exemple, que venez consulter les états financiers de NextDev ici. Je pense que ça serait de bonne loi. C'est quand même nos taxes. Je sais que c'est vous qui prenez les décisions dans le meilleur intérêt de tout le monde. Mais vous savez que NextDev, c'est la MRC du Haut-Richelieu, là. C'est pas la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça ne change rien. Là. OK. Je vous ai donné cet exemple-là, OK. mais j'aimerais ça que ça soit un automatisme puis que ça soit une politique qui soit claire et définie pour tout le monde. Si tu ne veux pas donner tes états financiers, tu n'auras pas d'argent. Et le deuxième point, Madame la mairesse, c'est que en début de mandat, j'avais demandé s'il était pour avoir un registre des lobbyistes à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme je peux voir, c'est toujours pas fait. Je sais qu'il y a des gens qui sont enregistrés comme lobbyistes puis qui viennent vous rencontrer, qui viennent rencontrer d'autres gens, mais il n'y a pas de registre à la ville. Et moi, j'apprécierais beaucoup en ces temps de tourmente où est-ce que les terrains se font de plus en plus rares, j'apprécierais que ça soit inscrit quelque part, là, qu'il y ait une politique, puis dire que quand on veut rencontrer un élu, quel qu'il soit, ou un membre de l'administration, pour discuter d'un dossier, qu'il y ait un registre qui est disponible pour consultation des citoyens à la ville avec le nom, l'heure d'entrée, l'heure de sortie, puis le sujet de la discussion. Puis moi, je pense que ça serait de bonne loi. Écoutez, monsieur, c'est une pratique que les élus rencontrent les entrepreneurs ou n'importe qui a des projets. Et les gens, il faut qu'ils soient inscrits au registre des lobbyistes. Mais est-ce qu'on a tenu registre de ça? Non. La réponse est non. Mais allez-y donc, monsieur. Oui, bien c'est ça, le registre existe, mais c'est vraiment géré par le bureau là, du lobby, où j'ai pas le nom exact, là, mais donc c'est provincial. Donc le registre est là, l'obligation existe, tout ça est entouré par la loi provinciale. Le registre existe pour dire que telle personne a un mandat de tel groupe pour faire des représentations. Mais ça ne dit pas c'est qui est venu rencontrer à la ville, puis ça ne dit pas quand. Puis ça ne dit pas le sujet non plus. Tu sais, moi, là, j'aimerais bien ça savoir si M. Savard, là, dans le cadre des terrains de golf, est-ce qu'il y a eu des lobbyistes? C'est terminé, M. Blais. Mais c'est quand... C'est pour la première question. J'ai un complément d'information là, pour la première question. J'ai compris votre commentaire pour intégrer dans les protocoles l'obligation de produire les états financiers à la ville. Oui. Comme M. Dubois l'a dit, la Ville va les recevoir, puis il y a des gens à la Ville qui peuvent le regarder. Par contre, pour que ça soit consulté par des citoyens, c'est des états financiers. Donc, il y a plusieurs dispositions, mais dont certaines dans la loi sur l'accès aux documents
qui ne permettent pas à la ville de communiquer ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est un avis au tiers. On va demander au tiers si lui consent à ce que ça soit donné. Si le tiers ne Non, consent mais pas... moi, je parle pas, vraiment pas de les donner. Moi, c'est que, admettons que je veux consulter un état financier d'un groupe où est-ce qu'on a donné 25 000 $. Je prends rendez-vous en bonne et due forme avec le service du greffe. Puis, selon les disponibilités, je viens me présenter sur place. Mais la loi ne fait pas de différence entre la consultation et le fait que vous avez... Si vous avez le droit de consulter, on peut vous donner le document. Mais si vous n'avez pas le droit de recevoir le document, vous n'avez pas le droit de le consulter non plus. Donc, la réponse reste la même, que ce soit de la consultation ou recevoir le document. C'est la même chose pour un élu? Les élus, non, là, c'est un traitement différent, mais on n'entrera pas dans Parce tous que les je détails. pense que les élus, ils n'ont pas nécessairement accès non plus. Là. Je pense que ça n'existe pas dans le il n'y a pas de protocole d'entente qui fait en sorte que vous recevez de façon automatique les états financiers. En tout cas, le registre, ça serait de bonne loi d'y penser, Mme la ministre. Je voulais aborder le sujet du boisé, nommé Boisé-Fontaine, qui a été abordé au cours du dernier conseil. Je me demandais sur la légitimité d'imposer une clôture en arrière de chez moi qui fait 2,5 mètres. Si j'ai virevolté dans les règlements de la ville de Saint-Jean, 2,5 mètres, c'est un demi-mètre plus haut que ce que la loi à la ville de Saint-Jean le permet. Je trouve ça un petit peu offusquant d'avoir une clôture qui fait 2,5 mètres en acier galvanisé qui reflète le soleil, quand avant, j'avais un boisé. Je me demande en quoi était justifiée la clôture. Les chevreuils ne passeront quand même pas de mon terrain à votre plantation. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends, puis j'aurais bien aimé que Mme Surprenant soit là. Je ne savais pas quel type de clôture lors de notre rencontre était pour y être. OK, mais regardez, je vais prendre la question. On va prendre la question, puis on va vous revenir. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. J'imagine. Et ma question, ça serait, est-ce que ça serait possible de faire baisser la hauteur de cette clôture-là, du moins sur le côté des terrains qui sont les citoyens? Bon, OK, parfait. Bien, ça, c'est une question précise. Merci beaucoup, M. Hébert. Voilà, c'est tout pour cette semaine, en espérant que vous avez apprécié le contenu de cette émission. Pour la revoir ou pour consulter toutes les autres émissions de notre grille horaire, rendez-vous sur le tvhr9.com. Idées, commentaires, suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. Ghislain Plourde, journaliste, en un seul mot, @gmail.com. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ici Ghislain Plourde. Au revoir.